Bon. Comment vivez-vous la crise sanitaire de Covid-19? Eh bien, comme tous les Togolais, comme tous les citoyens du monde, c'est une situation angoissante, stressante pour tout le monde. C'est une maladie qui est arrivée comme ça, sans crier gare, qui nous surprend, qui, dans nos habitudes, qui surprend tout le monde, qui fait des ravages. Donc ça veut dire que il y a la peur qui est semée un peu partout, personne ne sait de quoi demain sera fait. Donc c'est une remise en cause totale de nos modes de vie. En tant que leader politique, quel conseil donnez-vous? Oh, mais vous savez, au début, lorsque cette épidémie a commencé, nous, en Afrique, on voyait ça de très très loin. C'est en Chine, bon, on dit mais c'est les Chinois. Et même les Européens croyaient que bon, cette affaire-là c'est loin en Chine. Et puis après ça a atteint l'Europe, et puis ça a atteint les États-Unis, et puis après on dit que ça vient en Afrique. On nous a avertis, mais les gens n'y croyaient pas tellement. Les gens disent non, ça c'est une maladie de noirs, de blancs. Chez nous ici, ça ne va pas arriver. Et il y a beaucoup de théories qui ont été développées. Si bien que ici, surtout en Afrique et au Togo, les gens ont développé une forme de scepticisme par rapport à la maladie. Mais pour les amener à prendre conscience du danger qui nous guette, je dis, mais ça a été un combat de tous les jours. Et c'est un combat de tous les jours. Et il y a des citoyens qui continuent à ne pas croire que réellement cette maladie existe et que le mal est à portée de nos maisons. Donc tous les jours, nous essayons de sensibiliser, de continuer à sensibiliser. Et vous vous rappelez, moi, on a sorti un communiqué, ce n'est pas le dernier communiqué, on en a déjà sorti. J'ai même, au moment où j'étais en plein confinement, j'ai sorti une chanson pour aider nos citoyens de là-bas à comprendre. Donc ça veut dire que c'est une bataille de tous les jours pour que nous puissions sortir de cette situation compliquée et difficile pour nous tous. Comment trouvez-vous les mesures prises par le gouvernement face à la crise? Eh oui, mais vous savez, lorsque la maladie est arrivée, ce que l'Occident, l'OMS, les experts craignaient surtout pour l'Afrique, c'est que nos structures sanitaires sont totalement défaillantes. Et compte tenu de nos modes de vie ici, où on est proches les uns des autres, où pour des funérailles on s'agglutine et tout ça, lorsqu'ils ont projeté ça au regard de nos structures sanitaires, ils ont prédit la catastrophe pour nous ici en Afrique. Vous savez que depuis longtemps, ceux qui travaillent dans nos hôpitaux ont tiré pendant longtemps sur la sonnette d'alarme en disant hey, faites attention, nous sommes en difficulté, aidez-nous à surmonter ces difficultés-là. Mais le gouvernement n'a pas réagi à temps utile par rapport à ces difficultés-là que les hôpitaux avaient ici chez nous. Les grands médecins avaient crié plusieurs fois, plusieurs années, mais ils n'ont pas été écoutés. Et lorsque la pandémie est arrivée, je crois que ça nous a surpris un peu. Ça nous a surpris, si bien que toutes les mesures qui ont été prises en matière sanitaire ont été accafouillées. Tout ça l'a accafouillé un peu, mais progressivement, ça s'est stabilisé. Mais la maladie ne fait pas que des ravages dans le domaine sanitaire, ne fait pas que tuer, parce que ça entraîne également des conséquences économiques énormes. Et on se demande même ce que le monde là deviendra demain après. Lorsqu'on aurait vaincu le coronavirus, parce que les économies dans tout le monde entier, les économies sont en train de dégringoler, et donc ça va créer une situation compliquée pour nous tous après. Alors c'est pour ça que nous avons, loin de critiquer, rester seulement pour critiquer, nous avons dit mais lorsqu'il y a des mesures qui sont proposées, et nous sommes là également pour réfléchir avec le gouvernement et voir ce qu'on peut améliorer. Parce qu'il y va de la survie de nous tous. Au lieu de rester seulement comme opposant à tirer à boulet rouge pour dire ah non, ça ce n'est pas bon. Même si ce n'est pas bon, il faut proposer une solution d'approche. C'est dans cette position que nous sommes aujourd'hui. C'est pour ça que lorsqu'ils ont imaginé
le programme Novici, par exemple, en disant oui, les gens sont en difficulté parce que beaucoup de Togolais sont déjà en situation précaire. Mais manger pour le Togolais depuis un moment est difficile. Il y a des gens qui ne prennent même pas 2 repas par jour. Alors, lorsque une pandémie vient encore bouleverser tout ça là, mais tout le monde se demande comment ces gens-là qui vivent déjà difficilement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, finalement, le gouvernement a réfléchi pour les aider et a proposé le programme Novici. Mais ce que nous dénonçons, c'est vrai que le montant est dérisoire. Mais bon, on peut se contenter du peu. Mais lorsqu'au même moment, avec ce montant déjà dérisoire, on dit ceux qui vont être sélectionnés, c'est uniquement ceux qui vont présenter leur carte d'électeur. Nous avons dit que c'est une aberration, ce n'est pas sérieux ce que vous dites là. Parce qu'en réalité, au Togo, le vote n'est pas rendu obligatoire. Il n'y a pas une loi aujourd'hui qui rend le vote obligatoire. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas punir, pénaliser un citoyen qui n'a pas de carte d'électeur. Ce n'est pas normal. C'est anticonstitutionnel même, je dirais. Alors donc, si la liberté est donnée aux Togolais d'aller voter ou de ne pas aller voter, alors on ne peut pas, pour lui permettre de bénéficier d'une situation qui est créée pour aider tous les Togolais, on ne peut pas le pénaliser parce qu'il n'a pas de carte d'électeur. Donc pour reconnaître les citoyens comme Togolais, il y a des cartes officielles. Il y a le passeport, il y a la carte d'identité et d'autres pièces. On peut demander la carte d'électeur comme carte complémentaire si la personne n'a pas de carte d'identité. Oui, on peut comprendre. Mais choisir uniquement les gens sur la base de la carte d'électeur, c'est une injustice flagrante que nous demandons au gouvernement de corriger. Et ce n'est pas bien, ce n'est pas juste. Juridiquement parlant, ce n'est pas correct. Ça, c'est dans le communiqué, c'est l'un des aspects qu'on a relevé. Et on a dit que au même moment où on s'occupe de gens qui vivent au quotidien à Lomé et ailleurs dans les villes, il faut penser également aux paysans dans son champ. Parce que la situation affecte tout le monde. Et vous savez comment nos paysans peinent pour trouver un peu de sous pour acheter les intrants au cours des campagnes agricoles. C'est pour ça que nous souhaitons également qu'il faut étendre cette mesure-là à nos paysans dans les campagnes au moment où la campagne agricole s'ouvre pour qu'on diminue de manière sensible le prix des intrants. Alors ça permettra de les mettre un peu, leur permettra d'être à l'aise un peu pour pouvoir assumer correctement la campagne en cours. Ça c'est un deuxième aspect. Et nous avons demandé également, compte tenu de ce que nous voyons, ou ceux qui sont sceptiques par rapport à la maladie, au moment où les autres font des efforts, certains refusent d'appliquer les mesures, les gestes barrières, et notamment vous me voyez en train de faire cette interview-là avec un masque sur le visage, mais vous allez circuler, vous allez voir que même dans les marchés, il y a certains qui s'en foutent éperdument. C'est pour ça que nous demandons au gouvernement de rendre, surtout dans les grandes agglomérations comme Lomé et autres, où la pandémie se répand, de rendre le port du masque obligatoire. Mais comme ça va poser également des problèmes d'argent, nous disons, mais le gouvernement qui fait déjà des efforts en distribuant un peu de sous aux gens, de faire en sorte qu'on puisse faire fabriquer les masques. Le gouvernement doit trouver des artisans locaux, des tailleurs, ici sur place, pour faire fabriquer des masques et les distribuer à ceux qui sont des nécessités. Parce que celui qui dira demain, bon, moi je ne peux pas porter le masque parce que je n'ai pas l'argent pour l'acheter, au moins le masque est à disposition. Ce n'est pas tout le monde qui sera concerné. Vous, moi, peut-être qu'on se débrouillera pour avoir nos masques, mais ceux qui sont des nécessités, il faut que le gouvernement intervienne dans ce cadre-là pour rendre justement le port des masques obligatoire. Ça nous aiderait justement à limiter la propagation de la pandémie. Voilà, c'est les quelques mesures que nous avons proposées dans notre communiqué. Et enfin, nous avons parlé également de l'enseignement, c'est-à-dire que pour sauver l'enseignement, on nous a dit, pour sauver l'année scolaire, on nous dit, on va faire de télé-enseignement, par internet, par radio, par télévision. C'est bien beau, les autres pays le font. Quand vous prenez l'Europe aujourd'hui, bon, les gens ils font la chose à distance, mais la situation n'est pas pareille chez nous. Parce que nous avons déjà des carences
en matière d'Internet ici, vous savez, même à Lomé, comment nous souffrons parfois pour avoir la connexion. Mais nous dire que on va faire Internet avec les gens qui sont à la campagne, là, les élèves qui sont dans les villages, à Dagbati chez moi ou à Koveto. Mais comment on va faire Internet à un élève qui est en terminale et qui est là-bas? Comment ça va se faire? On parle de télévision. Quelle télévision il a là-bas? Quelle radio atteint là-bas? La fréquence atteint quel village pour qu'on dise, vous voyez, on a un enseignant qui parle quelque part, il va... Non. Nous disons que s'ils font ça, ça va créer de l'injustice. Encore plus. Parce que les élèves des campagnes, eux, sont déjà défavorisés par rapport aux élèves de la ville. Alors, créer un système qui les pénalise encore un peu plus, ils seront pénalisés doublement, ce n'est pas correct. Donc, il faut mettre tout le monde au même niveau. Et pour y arriver, il faut redimensionner l'année scolaire. Si nous arrivons, par exemple, à surmonter la pandémie, si tout le monde respecte les mesures barrières, peut-être que d'ici 2 mois, d'ici fin avril, d'ici fin mai, on peut peut-être voir la calmie. Et si ça arrive, on peut penser par exemple que on va reprendre les cours en juillet. On peut se donner une marge jusqu'en juillet, reprendre les cours pour 1 mois de manière accélérée et organiser les examens pour le mois d'août. Alors, si les examens finissent en mois d'août, on peut laisser 1 mois aux élèves pour se reposer parce qu'ils se sont suffisamment reposés. Et puis reprendre l'année scolaire suivante en octobre. On peut sauver l'année ainsi. Mais ce dont on parle là, télé-enseignement et tout ça, je crois que c'est de la haute blague. Donc il faut pas aller sur ce terrain. Ça c'est quelques conseils qu'on a prodigués et on souhaite véritablement que le gouvernement se prenne là-dessus pour éviter qu'on ne crée en cette période compliquée déjà pour nous des situations plus compliquées, plus difficiles pour les autres.